Bonjour à tous. Bonjour. On vous propose de démarrer. Alors, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ce matin, pour notre webinaire annuel consacré aux indexations tarifaires. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille Blanc-Vanet, senior manager chez Actuelia, actuaire depuis plus de 10 ans. J'ai toujours travaillé comme consultante, alors auprès de différents types de structures lors de missions variées, en régie ou en interne, et notamment sur les processus de souscription et d'indexation tarifaire, qui est le sujet de notre webinaire de ce matin. Je serai accompagnée de Sylvie, qui a rejoint le cabinet en début d'année. Enchantée, je suis ravie de participer aussi à ce webinaire. Ensuite, effectivement, j'ai rejoint le cabinet en février, après plusieurs années passées à la fois dans le conseil en tant que directeur technique dans des mutuelles et des IP. Alors, j'ai toujours travaillé sur des sujets liés à la santé et à la prévoyance. D'abord sur le plan actuariel, c'est-à-dire autour des sujets de tarification, d'analyse de marge, de sinistralité, des études d'impact, notamment sur les évolutions réglementaires. Et aujourd'hui, j'interviens également sous l'angle un peu plus large du contrôle interne et de la gestion des risques. Alors, c'est la quatrième année consécutive que nous organisons ce webinaire. Ça devient un peu notre rendez-vous rituel annuel de l'année. Et on voit que chaque année, on accueille de plus en plus de participants. On a eu plus de 300 inscriptions et là, on est pas loin d'atteindre les 150 participants. On l'avait organisé la première fois en 2020 dans un contexte particulièrement atypique du fait du Covid. Mais finalement, depuis 2020, j'ai le sentiment que les dépenses de santé n'ont pas encore retrouvé leur rythme de croisière et que finalement, le contexte des indexations tarifaires est d'année en année toujours de plus en plus complexe, et ce pour diverses raisons que l'on verra ensemble. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter finalement les éléments à prendre en compte dans vos réflexions sur les indexations tarifaires, en essayant sur chaque élément de vous apporter notre vision du marché. Alors, cette vision qu'on va vous présenter, elle est issue de nos échanges avec les structures avec lesquelles on travaille, qui sont des assureurs, des mutuelles, des IP, des courtiers. Et finalement, vous voyez différents types de structures qui sont bien représentées aussi par les participants que vous êtes aujourd'hui. J'insiste aussi sur le fait que ce ne sera peut-être pas forcément le reflet de votre situation selon les points qu'on va aborder. Ça ne reflètera peut-être pas ce que vous observez sur votre portefeuille, mais ça permettra de vous sensibiliser sur les points sur lesquels il faut porter une vigilance au moment de la réflexion sur vos tarifs. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de vous présenter le cabinet en quelques mots. Alors, le cabinet Actuelia termine sa 10e saison. On a été créé en 2013. On est aujourd'hui plus de 40 consultants. On accompagne plus de 150 organismes, des mutuelles, des IP, des assureurs sur des problématiques variées. On voit nos domaines d'expertise sont de plus en plus larges. Alors, en termes de domaine d'expertise, si on se concentre sur l'assurance de personnes, on intervient sur toute la chaîne de valeur, que ce soit de la création du produit, la refonte de gamme de produits, à la souscription, au suivi technique, à l'accompagnement des travaux de la fonction actuarielle. Et puis, on réalise aussi de nombreuses formations à destination des équipes techniques, des actuaires, des équipes commerciales et puis aussi des administrateurs sur ces sujets-là parce que vos administrateurs doivent chaque année valider le taux d'indexation. Et donc, c'est souvent important en amont de bien les sensibiliser sur les enjeux de ces indexations. Alors, le vif du sujet, quelles indexations tarifaires pour 2024? Alors, comme vous le savez certainement, une indexation tarifaire appuyée sur la santé, ça va s'appuyer sur un certain nombre d'éléments complémentaires. Il va y avoir d'abord des éléments de contexte. Alors, dans les éléments de contexte, on va bien sûr retrouver les évolutions réglementaires qui, vous savez, aujourd'hui sont assez mouvantes et difficiles à anticiper. Au moment où on se place aujourd'hui, on n'a pas encore une vision complète de tout ce qui peut se passer en 2024. Dans le contexte, on va aussi retrouver l'inflation et c'est un vrai sujet aujourd'hui. On verra plus tard que ça peut toucher un certain nombre de postes, des frais. Donc, on va revenir un peu plus en détail sur ce point-là.
Après, les éléments de contexte, on va bien sûr, et nous, en tant qu'actuaires, on s'y penche au quotidien, on a les éléments techniques. Alors, les éléments techniques, c'est tous les suivis qu'on peut faire sur l'évolution des consommations médicales en 2023, les perspectives 2024, c'est-à-dire qu'on va essayer d'estimer l'impact que pourraient avoir les évolutions, l'analyse des marges, tout ça, ça fait partie des résultats techniques sur lesquels on va aussi se reposer pour fixer les indexations 2024. Il y a aussi évidemment à prendre en compte les éléments stratégiques. Alors ceux-là sont pas forcément, s'appuient pas forcément sur des bases techniques ou réglementaires. C'est bien sûr des éléments internes à chaque entité, avec des objectifs de marge, des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de développement et de fidélisation. Et là, on rentre dans une réflexion en fait où à la fois il y a des objectifs de rentabilité, mais il y a aussi évidemment des objectifs de développement dans un environnement concurrentiel. Donc, il y a un mix de tout ça pour fixer des indexations tarifaires. Tout ça pour dire que les indexations ne sont pas forcément que techniques et réglementaires. Alors, on va dérouler ces différents points. N'hésitez pas pendant la présentation à poser vos questions. Il y a un chat, il y a un question-réponse et on y répondra plutôt à la fin de la présentation. Alors, concernant le programme de notre webinaire, d'abord, on va revenir un petit peu rapidement sur la consommation 2022 par rapport à l'année 2021. Et puis, on va s'intéresser à l'année 2023 et aux évolutions qu'on a pu constater au cours d'année, puisqu'on n'a pas malheureusement pas fini l'année, et les perspectives pour 2024, donc comme on l'a déjà évoqué, dans un contexte d'évolution de la réglementation. Donc, pour ne citer que la convention dentaire, l'élargissement potentiel du 100% santé, l'évolution des bases de remboursement des médecins. Donc, tous ces éléments-là devront être pris en compte pour bien appréhender l'indexation tarifaire. Ensuite, on va parler d'autres leviers en dehors de l'indexation pour améliorer les sources. Pour illustrer ce point-là, on parlera un peu de fraude, de risque opérationnel, de prévention. Et enfin, on conclura sur les indexations qui pourraient être observées pour 2024 en distinguant l'individuel et le collectif, puisque généralement, les indexations sont distinctes entre les deux populations. Alors, pour revenir sur ce qui a pu se passer en 2022 par rapport à 2021, on vous a donné ici des tendances sur des postes majeurs dans une couverture santé qui ont augmenté en 2022 par rapport à 2021. Donc, on va avoir l'hospitalisation, la pharmacie, la médecine de ville et le dentaire. Ce sont des postes assez lourds qui ont présenté des augmentations par rapport à 2021. Alors, l'augmentation globale des dépenses en 2022 par rapport à 2021 se situait entre 2,5 et 3%. J'ai presque envie de dire, ça peut paraître faible au vu des indexations qu'on va présenter un peu plus loin, qui ont été pratiquées en 2023 et les niveaux d'évolution de consommation qu'on observe aujourd'hui. Alors, ça peut être faible, mais il faut bien garder en tête que 2021 était vraiment une année exceptionnelle. C'était une année post-Covid et le marché a constaté des reports et des rattrapages de soins en 2021, sachant que l'année 2020, elle était anormalement basse. Donc finalement, quand on regarde les évolutions, on n'a pas vraiment une réponse à la question est-ce que les consommations médicales sont une tendance à la hausse ou pas. Donc il est important de regarder aussi 2019. C'est-à-dire que la question qu'on se pose, c'est est-ce que les consommations 2022 et les suivantes sont revenues au niveau de 2019 ou pas. Alors, c'est vrai, quand on était fin 2021, et ça, on voyait quand on était dans les calculs de provisions au niveau des provisions de primes dans ce 22, beaucoup d'acteurs ont considéré que 2022, c'est au niveau de 2019. En réalité, ce qu'on constate maintenant, c'est que les niveaux 2022 sont supérieurs à ceux de 2019. Donc, on a bien quand même un phénomène sur plusieurs années de hausse des consommations médicales. Concernant l'indexation tarifaire qui a été pratiquée en 2023. Alors, on a eu une augmentation pour les mutuelles en moyenne de 4,7%.
avec une différence de niveau d'indexation entre l'individuel qui ont vu une augmentation globale de 4,1 et le collectif qui a vu une augmentation globale de 5,7, donc supérieure à l'individuel. Donc ça, c'est assez fréquent. Donc ça s'est reproduit en 2023. Pour rappel, l'an dernier, nous avions animé le séminaire sur les indexations, comme ce qu'on fait aujourd'hui, et nous vous avions communiqué les fourchettes d'augmentation qu'on anticipait pour 2023. Elles étaient entre 4 et 6 pour l'individuel, hors effet d'âge, et entre 6 et 8 pour le collectif. Donc vous voyez que finalement, les fourchettes qu'on avait proposées, qu'on avait anticipées, ben finalement, elles sont bien estimées compte tenu des augmentations réelles qu'on a pu observer. Alors finalement, pour 2022, on observait une hausse des dépenses de santé, comme l'a dit Sylvie, moins élevée bien sûr que celle de 2021 où on sortait d'un contexte Covid. Et on vous propose maintenant de regarder nos observations et estimations et tendances pour 2023 et 2024. Alors, on a choisi de vous présenter quelques éléments concernant le régime général sur l'exercice 2023. Donc là, on est à fin juillet. Alors, avant de regarder donner les chiffres, il faut quand même, c'est pas complètement sur le même périmètre que ce qui nous intéresse en tant que complémentaire santé. Là, on est déjà sur une année glissante, alors que bon, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'année de soins, c'est la survenance 2023. Donc là, comme on est mis, disons, une grosse moitié sur 2023, une petite sur 2022, bon, ça, c'est pas complètement comparable. Par contre, ça donne quand même des tendances et on peut de toute façon voir s'il y a des similitudes entre ce qu'observe le régime général et ce qu'observent les régimes complémentaires. En plus, là, on est en remboursement, hein, donc c'est aussi quelque chose, il y aura un décalage, hein, bien sûr, entre le remboursement la période de soins. Mais pour autant, on voit un certain nombre de postes en augmentation sur 2023. C'est-à-dire qu'on a les honoraires spécialistes et dentistes qui augmentent respectivement de 6,6 et 6,9. Donc c'est quand même du niveau élevé, hein. L'hospitalisation, presque 6. Les médicaments, 7%. Les auxiliaires médicaux, un peu moins. Et on note par ailleurs une baisse des prestations sur les laboratoires. Donc sur des postes qui sont encore une fois, qui pèsent hein, dans une garantie santé, on a des augmentations soutenues en 2023 à fin juillet. Donc ça, c'est finalement ce qu'on observait sur l'assurance maladie. On voit que ce qu'observe l'assurance maladie, on va le retrouver chez nos clients sur le premier semestre 2023. Le premier élément, et qu'on n'avait peut-être pas forcément, ou tout le monde n'avait pas forcément anticipé, c'est une forte augmentation sur l'hospitalisation. Alors, on a quelques éléments d'explication. On ne sait pas si c'est complètement exhaustif, mais ces premiers éléments, le premier, c'est qu'on voit une augmentation de la chambre particulière, que ce soit en termes de coût ou de fréquence. On observe des chambres particulières pour des opérations en ambulatoire. On observe des chambres particulières qui sont facturées 2 fois, matin et après-midi. Donc, il y a une vigilance, en tout cas quelque chose qui se passe sur la chambre particulière. Ce qui peut expliquer aussi l'augmentation de l'hospitalisation, c'est l'inflation. Et du coup, l'augmentation de certains actes liés à cette inflation qui a conduit à l'augmentation des frais de fonctionnement des établissements hospitaliers et également la revalorisation des salaires du personnel hospitalier. Et puis enfin, un dernier élément à prendre en compte, c'est qu'on note une amélioration de la transmission des informations des hôpitaux et du coup une facturation plus rapide. Et donc, vous avez peut-être observé dès le premier semestre 2023 des paiements pour des hospitalisations qui, en temps normal, avant en tout cas cette amélioration de la transmission d'informations, qui en temps normal auraient été facturés plutôt au second semestre. Donc voilà les 3 éléments qui peuvent expliquer l'impact à la hausse sur l'hospitalisation. En tout cas, on vous laissera regarder vous sur votre portefeuille, mais c'est ce qu'on observe chez beaucoup de nos clients. On observe toujours une progression sur le dentaire. Alors, moins forte que l'année dernière, ce qui d'ailleurs aurait pu laisser penser qu'on arriverait peut-être bientôt à notre rythme de croisière. C'était sans compter sur le fait que les pouvoirs publics continuent les transferts de charges de la sécurité sociale vers les mutuelles et que le poste dentaire est fortement touché. Plus l'élargissement, on en parlera plus tard, mais l'élargissement du 100% santé sur ce poste-là
on a le sentiment que le dentaire va continuer de progresser. On observe également une augmentation sur le poste médecine douce. Alors, on n'a pas vraiment d'explication à donner. Une intuition, c'est peut-être lié à l'élargissement des médecines intégrées dans ce poste. En effet, au départ, quand le poste médecine douce a été intégré aux garanties, à l'intérieur, on trouvait principalement ostéopathie, chiropratie. Aujourd'hui, on voit que le champ des pratiques est élargi avec de la réflexologie, de la graphologie, diététicienne, naturopathe. Et c'est peut-être ce qui peut conduire à une augmentation du coût des médecines douces. Et puis enfin, l'inflation qui a conduit à une augmentation des coûts et notamment tous les actes à prix. Donc voilà un peu nos observations sur le premier semestre. Si on essaye d'imaginer ce qui va se passer sur le second semestre, on voit, on pense à une augmentation du ticket modérateur sur le dentaire. Hein, vous en avez entendu parler. À partir du 1er octobre, les soins dentaires vont avoir une base de remboursement qui va augmenter de 10 points. Et en tout cas, le ticket modérateur va augmenter de 10 points. Il va y avoir aussi une revalorisation de certains actes dentaires dans le cadre de la prévention. Et puis, la base de remboursement des médecins généralistes va augmenter d'1,50 €. Alors, si on prend en compte ce qu'on observe sur le premier semestre, plus la réglementation qui va évoluer à partir du 1er octobre, on estime finalement que les prestations de 2023 vont être plus fortes que celles de 2022 et surtout qu'elles sont plus hautes que les indexations pratiquées par les mutuelles, à savoir de 4,7%. On a le sentiment que les augmentations de santé de 2023 vont être supérieures à 5% et donc supérieures aux indexations moyennes qui ont pu être pratiquées. Alors, on va regarder maintenant ce qui va se passer sur 2024. Alors, pour 2024, bien sûr, ces évolutions qui se positionnent sur la fin de 2023 vont avoir un effet, continuer à produire un effet sur 2024, mais en année complète. Donc, avec un impact plus lourd sur une partie de l'année. Donc là, on a fait du transfert de charges sur le dentaire, la nouvelle convention dentaire, la poursuite de la revalorisation de la convention des médecins. On a un potentiel maintien des coûts qui, vous avez vu, assez élevés, hein, qui ont augmenté, qui pourraient rester assez élevés en hospitalisation, et même une poursuite de l'augmentation des prestations via de nouvelles revalorisations. Des annonces récentes ont concerné les rémunérations des personnels hospitaliers sur le travail de nuit ou le travail du dimanche. Donc, on sait qu'il y a des négociations et des échanges qui pourraient déboucher sur des nouvelles revalorisations 2024. Après, on a un certain nombre d'incertitudes. Alors, l'inflation, on sait qu'il y aura poursuite de l'inflation, mais à quel niveau? Peut-être là, il y a des questions à se poser. Le PRSS, encore aujourd'hui, c'est encore fou, même si on a aussi, on imagine bien qu'il va continuer d'augmenter, mais dans quelle mesure? Pardon. Et ensuite, on a évidemment la loi de financement de la sécurité sociale, pourrait apparaître une nouvelle évolution. Le 100% santé, donc là, au long de l'année, on a entendu parler d'évolution, des remboursements sur l'orthodontie. On a vu aussi passer la prise en charge des prothèses capillaires dans le cas de maladies graves. On a aussi la prise en charge des fauteuils roulants qui a été évoquée. Et trois petits points, parce que peut-être qu'il va être élargi de manière plus importante. Plus l'optique, on n'a pas cité ici, mais l'optique en termes de 100% santé, probablement l'avez-vous observé dans vos portefeuilles, n'a pas eu un succès extraordinaire. Il y a assez peu de recours en fait au 100% santé sur l'équipement optique. Des nouvelles mesures ont été envisagées pour inciter les assurés à se diriger vers le 100% santé, avec par exemple des augmentations des tarifs, pour aussi que l'opticien propose l'équipement 100% santé. Donc c'est un peu l'affaire de tous. Ensuite, alors la réforme des retraites, on va revenir un petit peu plus sur le détail après, mais
pense qu'il va y avoir un effet, alors pas à court terme, mais il y aura probablement un effet sur les dépenses de santé. Donc, ce qui ressort globalement de toutes les analyses qui ont pu être menées par nos clients et ce qu'on a pu observer de notre côté, c'est que les prévisions d'augmentation des prestations 2024 sont plus fortes que celles qui sont observées, enfin, estimées, pas encore complètement observées, qui sont estimées sur 2023. Donc, on est sur une tendance où la hausse va continuer et se poursuivre sur 2024. Alors, éléments conjoncturels sur lesquels on voudrait revenir, c'est la hausse du PMSS. Pour rappel, le PMSS a augmenté de 6,9 en 2023. Et une hausse, alors aujourd'hui, on estime que le PMSS pourrait augmenter entre 4 et 5% en 2024. Alors, l'augmentation, pour rappel, le PMSS n'avait pas augmenté en 2021 ni en 2022. Donc là, il y a un gros rattrapage en 2022. Pourquoi on parle du PMSS aujourd'hui? C'est que ça a un impact sur les processus de révision tarifaire euh, pour les contrats collectifs en particulier, puisque les cotisations sont généralement exprimées en pourcentage du PMSS, donc elles vont augmenter de manière assez mécanique. Elles vont suivre l'évolution du PMSS, au moins. Ensuite, il y a certaines garanties. Alors, tout à l'heure, Camille vous parlait des teams douces. Bah, c'est par exemple un poste qui est souvent exprimé en pourcentage du PMSS. Il y a pas que ces garanties-là. Il y a d'autres garanties qui de champ particulier, justement, on parle aussi. Et il peut y avoir les implants. Enfin, il y a un certain nombre de postes qui sont exprimés en pourcentage du PMSS aussi. Et du coup, mécaniquement, là aussi, ces garanties-là, les coûts sur ces garanties vont augmenter. Donc, la hausse du PMSS, elle va permettre de couvrir une partie de ces augmentations de garantie. Évidemment, ça ne concerne pas toute la grille de garantie. Et ça pourrait aussi financer une partie, mais a priori pas tout, une partie de la vérif. Un autre point conjoncturel sur lequel on voulait également revenir, c'est l'inflation. C'est un sujet qui inquiétait beaucoup l'année dernière à la même période. On en avait parlé durant le webinaire. Et finalement, à juste titre, parce que pour 2023, l'inflation a été évaluée à 5,4%. Et on sent bien que cette inflation a impacté les dépenses de santé, notamment sur tous les postes à tarif libre. Pour 2024, l'inflation devrait rester élevée. Il y a des estimations entre 3 et 4%. Et donc, comme 2023, ça va continuer d'impacter les prestations à dépassement libre, les frais de fonctionnement des établissements hospitaliers et des cabinets médicaux, mais également vos frais de fonctionnement à vous, les salaires, les locaux, les fournisseurs, l'énergie. Donc, ça va avoir également un impact sur vos frais et donc sur vos ratios combinés. D'ailleurs, si on prend cette estimation d'une augmentation de frais entre 3 et 4%, ça aurait un impact sur vos ratios combinés entre 0,5 et 1%. Alors peut-être un peu moins chez les gros assureurs qui pourront absorber cette inflation, mais c'est un point à ne pas négliger. Et du coup, c'est un élément qui est à bien prendre en compte dans vos projections. Et n'hésitez pas, normalement, là, vous devez peut-être, en tout cas, vous devez commencer les travaux hors ça, à bien l'intégrer lorsque vous allez projeter vos frais de fonctionnement pour l'année prochaine. Alors, revenons rapidement sur la réforme des retraites. Alors, ça ne vous a certainement pas échappé. La réforme des retraites a pris effet en septembre, au 1er septembre, avec un report de l'âge de retraite de 62 à 64 ans. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet en termes de protection sociale? Alors, on imagine que ça en aura aussi sur l'arrêt de travail, sur les garanties d'essai, mais c'est pas notre sujet. Par contre, sur la santé, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un vieillissement en fait, de la population assurée, donc ça sera l'effet d'âge, un vieillissement de la population active couverte, puisque les tarifs en fait reposent sur un âge moyen du groupe assuré. Donc, si on maintient en activité des personnes 2 ans du plus, on peut s'attendre à ce que l'âge moyen du groupe assuré augmente. Donc, si cet âge assuré des assurés augmente, cela va probablement entraîner une hausse des dépenses de santé et de fait des tarifs.
Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a le coût de la portabilité. La portabilité pourrait être impactée si, sur ces 2 années supplémentaires qu'on demande de travailler jusqu'à la retraite, il y avait des périodes de chômage. On peut s'attendre à ce que, passé 62, il y ait des salariés qui se retrouvent au chômage plutôt que de partir en retraite. Et donc, ça pourrait se traduire hein, par un coût supplémentaire en termes de portabilité. Pour mémoire, hein, le coût de la portabilité est financé par les actifs, une petite fraction de la cotisation payée, et consacrée au financement de la portabilité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. On ne dit pas que ça aura un effet tout de suite, puisque la réforme elle va s'étaler hein, ça, dans la durée. Mais à défaut d'avoir un effet, en tout cas, nous, ce qu'on recommande, c'est de suivre attentivement cet effet-là. Donc, l'effet vieillissement du groupe des actifs et suivre aussi le coût que représente la portabilité pour voir si l'on monte. Autre point qu'on voulait aborder, c'est la stratégie redressement défensif. Le marché de la santé est un marché qui est tendu et ce depuis plusieurs années. Il est très concurrentiel, on peut même dire que ça s'est accentué avec la mise en place des contrats responsables et le 100% santé, puisque finalement on arrive à une certaine banalisation de l'offre. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de concurrence et souvent la différence se fait par le prix. Donc on sait aussi qu'en collective, les marges sont faibles, voire même négatives. Et depuis des années, on observe des pertes en fait, sur ce segment et des marges qui sont très en deçà des marges qu'on peut avoir sur l'individuel. Pour se développer aussi sur le collectif, beaucoup acceptent des affaires nouvelles en perte qu'il faut ensuite redresser. Donc, tout ça fait que vraiment les portefeuilles collectifs sont assez souvent déficitaires. Alors, c'est pour ça que dans les indexations, on parlait d'évolution médicale, on parle de résultats 2023, on parle de contexte, mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a des portefeuilles qui nécessitent d'être redressés. Et pour s'intéresser finalement, pour se redresser dans la durée, hein, pas juste sur une année et puis relâcher un peu les vannes l'année d'après. Donc, l'intérêt, c'est de le faire dans la durée. C'est un programme long qui se fait sur plusieurs années. Ça dépend évidemment du niveau dont on parle, mais ça s'inscrit dans un programme sur plusieurs années. Donc l'idée, c'est d'augmenter les mauvais risques, entre guillemets, c'est-à-dire les contrats qui génèrent des pertes et conserver les bons risques. Alors, les contrats qui génèrent des pertes ne sont pas forcément des mauvais risques en termes de consommation. Hein. C'est juste que le tarif, au départ, a été un peu trop sous-estimé, tout en restant dans le marché. Évidemment, il y a aussi cette contrainte-là. C'est comme le marché est concurrentiel et que les garanties sont assez proches finalement les unes des autres. Il faut rester en termes de prix, il faut rester dans le marché, au risque de se dépositionner complètement et de perdre du chiffre d'affaires, de perdre des adhérents. Donc, il y a vraiment un choix, un arbitrage à faire, une combinaison à trouver entre la rentabilité des portefeuilles et les objectifs stratégiques de développement. Ce qu'on pense quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a une tendance de redressement. Voilà, c'est-à-dire que les marges négatives, les grosses pertes, finalement, sont aujourd'hui sous surveillance et on a beaucoup de nos clients qui sont en train de lancer une dynamique de redressement des Donc finalement, pour rebondir sur ce qu'a dit Sylvie, effectivement, hein, on a le sentiment qu'on est dans une période de redressement, dans un contexte en plus où les estimations de consommation tendent vers des indexations élevées, et on le verra d'ailleurs dans nos conclusions. Avant, on voulait s'arrêter quelques instants sur des éléments hors indexation tarifaire qui pourraient aider à améliorer votre sinistralité avant finalement d'appuyer sur le bouton rouge de l'indexation tarifaire. Le premier élément auquel on pense, c'est la fraude. La fraude touche d'abord le poste optique. Alors, finalement, le poste optique, c'est un poste sur lequel la sécurité sociale rembourse très peu. Et donc, on imagine que la sécurité sociale ne priorise pas ses contrôles sur ce poste-là et que donc les contrôles sur le poste optique sont plutôt à votre charge, à la charge des complémentaires santé. Alors, des exemples de fraude qu'on a pu trouver, il y a très souvent le non-respect des 2 ans pour le renouvellement des équipements.
des fausses factures avec complicité de l'opticien, des remboursements de lunettes de soleil, des remboursements de montures au lieu de verre. Donc, voilà, il y a tout un type tout un panel finalement d'exemples de fraude que vous pouvez essayer de détecter dans votre portefeuille. Le second poste le plus impacté par la fraude, c'est le dentaire, des soins fictifs, des fausses factures. Alors, il y a un très bon moyen de limiter, de détecter ces fraudes. Ce serait qu'en amont du paiement des prestations, vous ayez finalement un médecin dentiste conseil qui analyse le dossier, qui permet d'identifier les fraudes. En pratique, il y a quand même deux problématiques. Le premier, c'est que ça va ralentir le processus de paiement des prestations parce que ça va nécessiter une analyse en amont du paiement de la prestation. Et puis, la seconde problématique, et qui n'est pas la moins négligeable, c'est que les médecins conseils dentistes sont très durs à recruter ou en tout cas à conserver parce qu'on voit qu'il y a des pressions un petit peu de l'ordre des dentistes. Donc, même si on voit que c'est efficace, dans la pratique, ça peut être compliqué à mettre en œuvre. En tout cas, pour lutter contre la fraude, on voit et on l'entend lorsqu'on discute avec nos clients que de plus en plus d'acteurs, vous êtes de plus en plus à vous équiper d'outils d'aide à la détection de la fraude. Alors, Shift, Actile sont des outils qui sont plutôt fondés sur l'intelligence artificielle et qui, à partir de l'analyse de données, va permettre de mettre en évidence des exemples de fraude. Donc, voilà, je vous encourage, voilà, vous rapprocher d'acteurs qui vous ressemblent pour voir les éléments, les outils qu'ils ont mis en place pour détecter ces fraudes. Alors, autre point, c'est la prévention. Donc, c'est pas un sujet nouveau, bien sûr, mais les Français ont bien conscience, et de plus en plus, je pense, puisque c'est largement relayé par les médias, par les médecins, c'est que les habitudes de vie ont un impact sur l'état de santé. On parle de nutrition, on parle de sport assez régulièrement, euh, comme étant des bons moyens d'améliorer sa santé. Alors, les actions de prévention, c'est inciter aux soins et améliorer les états de santé futurs. La difficulté, c'est que on a une visibilité à long terme sur les bénéfices. C'est un coût immédiat, donc c'est assez difficile à objectiver et de mesurer l'impact réel de la prévention sur les dépenses de santé et sur l'état de santé tout simplement des assurés. Ça peut aussi passer par de la communication sur les bonnes pratiques en matière de sport ou de nutrition. Ça peut aussi permettre de se démarquer ou de fidéliser. Et là, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur la certaine banalisation qu'il y a des offres sur le marché aujourd'hui. Alors, c'est quand même quelque chose qu'il faut appréhender de manière globale, c'est-à-dire que, y compris l'assurance maladie, c'est quelque chose qui profite à tout le monde. Donc c'est une tendance, mais voilà, c'est difficile de mesurer le ROI sur cette prévention. Et enfin, dernier point qu'on voulait souligner, et c'est pas le moins important, c'est les erreurs opérationnelles. Cette année, il se trouve que dans le cadre de nos missions, on a eu l'occasion d'accompagner finalement beaucoup de responsables de contrôle interne qui cherchaient à créer de la valeur ajoutée, qui cherchaient à mettre en place des contrôles pertinents pour améliorer l'optimisation et l'efficacité des process. Et en fait, en réalisant ces contrôles de second niveau, ça nous a permis de mettre le doigt sur des erreurs opérationnelles au niveau du paiement des prestations et certaines qui pouvaient finalement coûter cher à la mutuelle. Le premier, on en avait déjà parlé l'année dernière, mais je me permets d'en reparler aujourd'hui parce que finalement, depuis le webinaire l'année dernière, il y a plusieurs mutuelles qui ont mis en place la détection de paiement à tort de prestations ALD, c'est-à-dire affection longue durée, et ça a porté ses fruits. L'idée, en fait, c'est de se dire qu'il y a des individus qui sont en affection longue durée pour une pathologie, sauf que au moment de la réalisation des soins, le praticien ou principalement l'établissement hospitalier va oublier de cocher la case ALD et donc finalement la complémentaire santé va intervenir sur le remboursement, et finalement va intervenir à tort puisque tout aurait dû être payé par la sécurité sociale. Et donc, les mutuelles, les organismes d'assurance, de plus en plus, mettent en place la détection de ces prestations payées à tort pour demander remboursement à la sécurité sociale. Et ça fait gagner à peu près, on estime, à 1 point de P/C. Donc, c'est quand même pas négligeable lorsqu'on analyse sa sinistralité. Donc, ça, c'est le premier élément et c'est celui qui est assez efficace et sur lequel, finalement, on voit une économie assez rapidement.
D'autres erreurs opérationnelles qu'il ne faut pas négliger, c'est par exemple le double paiement de prestations ou le plafond qu'on dépasse. Alors, vous allez me dire, oui, mais nous, on a un outil automatique qui intègre des blocages. Même dans des outils automatiques, parfois, selon le paramétrage qui est fait, donc il va falloir regarder dans chacune de vos structures, si par exemple on saisit deux prestations le même jour, ça ne va pas avoir le temps de toper le double paiement ou de toper le dépassement de plafond. Parce que parfois, l'outil finalement se régénère la nuit et l'erreur aurait été détectée que le lendemain au moment de la nouvelle saisie. Donc voilà, ne pas négliger cette notion de double paiement. On a, en accompagnant une structure aussi avec Sylvie, on a été étonnés de voir des erreurs de paramétrage. Et on l'a vu plusieurs fois, où finalement, et la plus grosse qu'on ait pu voir, c'est un délégataire qui avait paramétré les garanties en considérant que c'était en complément de la sécurité sociale, alors que les garanties étaient exprimées, y compris sécurité sociale, et donc le tarif était pour un tarif pour des garanties, y compris sécurité sociale. Donc je vais s'imaginer l'écart finalement entre la cotisation et les prestations qui étaient réellement versées. Donc, vraiment, je vous invite à solliciter vos équipes de contrôle interne sur ces sujets-là qui vont être des sujets à forte valeur ajoutée. Bien sûr, dans la majorité des contrôles, on va se dire tout va bien, mais en creusant, bah, vous allez peut-être trouver une garantie où il y a une petite anomalie ou un plafond dépassé ou une erreur de paramétrage qui va vous permettre de faire des économies. Alors, la mise en place de ces éléments, que ce soit la fraude, la prévention, la détection d'erreurs opérationnelles, ça peut aider bien sûr à diminuer les prestations payées. Il faut toutefois avoir en tête que la première année ou même les quelques premières années, ça va augmenter vos frais, mais qui seront, je vous l'assure, en tout cas sur les prestations LD, largement compensés par les économies réalisées. Donc finalement, au-delà des quelques éléments qu'on vous a présentés pour essayer de réduire la sinistralité, on ne va pas se cacher que les voyants sont plutôt au rouge pour cette nouvelle saison d'indexation tarifaire. On vous a ici listé les différents éléments. Tout d'abord, la dérive des dépenses de santé, plus le transfert de charges de la sécurité sociale vers l'assurance maladie, vers les complémentaires santé, plus l'augmentation de la base de remboursement chez les médecins. Tout ça conduit à estimer des dépenses de santé 2024 en hausse de 4 à 5 par rapport à 2023. Alors ensuite, va s'ajouter les péages, les péages dans la mesure où on a un vieillissement ou une augmentation de l'âge pour les particuliers, hein, puisque le tarif est souvent fait par âge. Donc là, on vous a pas encore distingué l'individuel et le collectif, hein, on vous cite tous les facteurs, mais juste ensuite, on va séparer la vision collective et la vision individuelle. Mais l'âge est un critère qui va venir, qui va être pris en compte pour l'augmentation, pour l'indexation tarifaire. Il faudra également prendre en compte l'inflation des frais. On en a parlé, qui peut avoir presque entre 0 et 1 point d'impact sur votre ratio combiné. Les résultats techniques, Sylvie en a parlé, mais il faut bien prendre en compte vos résultats techniques estimés pour 2023 et les rééquilibrages éventuels souhaités, comme Sylvie a pu vous en parler. Le rééquilibrage par rapport à la cible, en fait, c'est là où intervient la stratégie de chaque entité. Hein. C'est quels sont les objectifs de marge à court terme, à moyen terme. Là, on parlait de l'ORSA, mais là, on est vraiment dans le pilotage. Ensuite, bon, on a parlé des augmentations qui ont eu en 2023. Peut-être que certains n'ont pas pas voulu augmenter autant que la dérive réelle. Et donc là, il peut aussi y avoir un rattrapage à faire, non pas parce qu'il y a eu une dégradation des résultats, mais de la consommation, mais plutôt parce que bah, les augmentations de 2023 étaient peut-être un peu trop faibles. Donc, pour ceux qui n'auraient pas augmenté assez, on en connaît hein, qui vont pratiquer des toutes petites augmentations et très en dessous de la moyenne. Donc là, probablement qu'il y aura un petit plus à mettre dans l'indexation de cette année. Alors, comme on l'a bien insisté, tout ça, c'est du cas par cas. Chacun doit prendre en compte, évidemment, ses propres conditions, ses propres résultats, ses propres objectifs. Il y a pas de solution prête à l'emploi. C'est vraiment du
cas par cas. Enfin, on recite la réforme des retraites avec l'impact que ça pourrait avoir ou l'anticipation d'impact qui pourrait déjà être intégré dans l'indexation 2020. Alors, tous ces éléments doivent être distingués selon qu'on est sur une indexation de portefeuille individuel ou collectif. Notamment sur l'individuel, comme Sylvie l'a dit, il ne faudra absolument pas oublier les péages. Par contre, on aura très peu la problématique du PMSS, hormis si vos garanties ou si certains postes sont exprimés en pourcentage du PMSS, mais ça n'impactera pas la cotisation. Et également, les cotisations individuelles ne seront pas impactées par la réforme des retraites. Alors, juste pour compléter un peu sur les feuillages, on a comme évolution statistique moyenne des dépenses médicales de 2,5% pour une année supplémentaire. Donc, chaque année, ça veut dire que cette année, le tarif d'un assuré augmente de 2,5% pour tenir compte de l'évolution de sa consommation de santé. Alors, évidemment, ça s'ajoute, vu de l'assuré, ça s'ajoute à l'indexation qui va être pratiquée, l'indexation moyenne ou taux directeur, voilà, on peut l'appeler comme ça. Mais en tout cas, vu de l'assuré, il y a en plus cet effet âge qui va s'ajouter. Donc, ça peut grimper. Notons que pour certains organismes assureurs, les tarifs ne tombent pas par âge, mais par tranche d'âge. Donc là, bon, on sait bien que quand il y a un saut de tranche d'âge, là, ça fait des augmentations très, très importantes, voire ça peut provoquer des résiliations. Bon, c'est quelque chose, bien sûr, on parle de stratégie aussi, mais qu'il faut avoir en tête pour bien accompagner avec de la communication en fait, sur ces augmentations. Si on se concentre sur le collectif, l'effet âge a moins d'effet sur le tarif car on parle de l'âge moyen des salariés d'entreprise. Il faut quand même s'assurer que ce facteur n'évolue pas. On a vu des structures qui finalement avaient tarifé pour une entreprise à un âge donné. Et puis, en fait, chaque année, le portefeuille était quand même de l'entreprise était vieillissant et les âges n'avaient pas été pris en compte. Donc, normalement, ça n'a pas d'impact, mais ayez quand même une petite vigilance sur ce point. Ensuite, des retraites. oui, alors il y a cette réforme des retraites qui potentiellement pourrait avoir un impact. On a déjà vu quelques organismes d'assurance qui ont prévu un petit quelque chose sur la réforme des retraites. Alors, des petits quelque chose, c'est 1000 points d'augmentation. Alors, on pense vraiment qu'il y aura un effet, alors peut-être plus sur la portabilité que sur l'effet vieillissement. En tout cas, on a déjà une petite réaction du marché par rapport à ça. Et alors, non pas que cette réforme ait un impact immédiat en 2024, qui soit tout sur 2024, hein, ça, encore une fois, ça va certainement s'étaler, mais c'est plutôt peut-être par anticipation, peut-être par rapport à un contexte. Justement, c'est peut-être un peu le moment, puisqu'on en parle, puisque c'est nouveau, puisque c'est une actualité, de l'intégrer, de l'ajouter dans les indexations. Alors finalement, si on considère tous ces éléments, l'évolution des dépenses de santé pour 2024, l'inflation des frais qui peut coûter entre 0 et 1 point de ratio combiné, la réforme des retraites, le PMSS, les résultats techniques 2023 à rattraper, on a le sentiment que les indexations tarifaires vont être relativement élevées en 2024. Techniquement, si on regarde vraiment une vision technique avec les informations que l'on a, on pense que les indexations devraient se situer entre 5 et 7% hors FPH pour l'individuel et entre 7 et 11% pour le collectif, y compris revalorisation du PMSS. Alors attention, ça ce sont des fourchettes déjà qu'on donne par rapport à la vision technique, mais cette vision technique, elle va dépendre aussi de chacune des compagnies. Il y en a qui sont indexés en pourcentage du PMSS et d'autres pas. Il y en a qui ont des tranches d'âge, d'autres pas. Des portefeuilles vieillissants ou non. D'autres qui ont des déficits à rattraper, d'autres non. Donc, ces fourchettes techniques, elles doivent être mises en perspective avec vos propres portefeuilles. Ces fourchettes techniques, elles doivent également être mises en perspective avec l'approche prix, l'approche commerciale. Et finalement, si techniquement, on est plutôt entre 5 et 7 pour l'individuel et 7 et 11 pour le collectif, commercialement, on a le sentiment, quand on échange avec les courtiers, avec les assureurs qui ont déjà communiqué sur leurs augmentations tarifaires, qu'on serait plutôt entre 6 et 8% d'augmentation des tarifs sur l'individuel et 8 et 12%
sur le collectif. Comme si finalement on avait cette année une déconnexion entre la vision technique et la vision commerciale. Alors, pourquoi une déconnexion cette année? Parce que finalement, tous ces sujets de déremboursement de la sécurité sociale, le flou qui réside dans l'élargissement ou non du 100% santé, finalement le flou général qui réside un peu dans les consommations 2024, pourrait profiter quelque part à retourner le cycle et à augmenter enfin les marges que les organismes avaient perdues depuis un moment. Donc, on a le sentiment que peut-être que certains organismes vont avoir la tentation d'aller un peu plus haut que ce qu'on prévoit techniquement. Donc, vraiment, décorréler ce 5 et 7% et 7 et 11 avec la vision commerciale où voilà, on rajoute facilement un point, hein, sinon on serait plutôt voilà, entre 6 et 8 et, sur l'individuel et 8 et 12 pour le collectif. Voilà pour les indexations, les estimations en tout cas que l'on peut vous donner et qu'on souhaitait vous communiquer aujourd'hui. Comme on le disait en introduction, c'est vraiment basé sur nos études, les portefeuilles de nos clients. Toutefois, j'insiste sur le fait que vous devez, à partir des éléments qu'on vous a présentés, mener plutôt vos propres études. On a dit que l'hospitalisation avait augmenté, c'est ce qu'on observe sur la majorité, mais parmi toutes les mutuelles avec qui on travaille, j'ai une mutuelle qui m'a dit bah, nous, on ne l'observe pas. Sur le dentaire, dans la majorité des cas, on voit une augmentation, mais peut-être que prise isolément, une structure ne l'observerait pas. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos fonctions actuarielles pour mener ces études. Utilisez l'outil ORSA, vraiment utilisez l'outil ORSA pour vous aider dans la prise de décision sur vos indexations tarifaires. C'est un fabuleux outil, cet outil ORSA, notamment pour se rendre compte qu'une sous-indexation aujourd'hui aura des répercussions sur toutes les prochaines années. Donc, il ne faut vraiment pas se rater sur l'indexation tarifaire de 2024 parce que tant que vous n'aurez pas rattrapé ce retard d'indexation, ça va finalement dégrader vos résultats à l'infini. En termes de choix, c'est important d'avoir des scénarios pour aider les administrateurs à décider du niveau d'indexation. C'est fourchette basse et fourchette haute pour bien comprendre l'impact que ça peut avoir dans les différentes situations. Donc voilà ce qu'on vous remet en conclusion. Vraiment, utilisez vos suivis techniques, vos fonctions clés actuariat et vos ORSA. Donc voilà pour la présentation des indexations tarifaires de ce matin. On espère que ça vous a plu. On va prendre le temps peut-être de regarder quelques questions. Alors, là, alors, j'ai une question mais qui a été posée un peu plus tôt, je pense qu'on y a répondu, mais on peut revenir un petit peu dessus. C'est quel est le taux d'augmentation observé des prestations entre le premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022? Quand on regarde nos clients, on est plutôt entre, je dirais, 5 et 7%. Pour autant, hier, un client m'a indiqué que la FNMF avait communiqué un taux de 3,3%. Nous, ça nous paraît quand même relativement faible. Et donc, sur les portefeuilles avec lesquels on travaille, on est plutôt entre 5 et 7%. Alors, bonne question. Est-ce que le marché ne doit pas se diriger vers des contrats non responsables pour tenter de maîtriser les prestations et les risques? Alors, ce qu'on a déjà, des contrats non responsables, on en a déjà, en fait. Et c'est aussi une manière d'offrir quelque chose d'autre que les contrats, disons, entre guillemets, classiques qui sont responsables. C'est des surcomplémentaires qui, elles, pour le coup, sont souvent non responsables. Alors, ça se développe, on en voit pas mal de ce type-là, de contrats non responsables. Maintenant, est-ce que ça permet de maîtriser les prestations et les risques? Pas forcément, parce que ces contrats, ces surcomplémentaires sont aussi source d'une consommation importante et d'anti-sélection, puisque ceux qui souscrivent à ces surcomplémentaires sont souvent des personnes qui ont un besoin avéré. Et donc, c'est pas forcément une source de maîtrise, mais par contre, ça peut être une vraie source de différenciation. Donc, on regarde les questions. Alors, sur la prévoyance, on n'a pas forcément encore de webinaire prévu. Non, on n'en a pas. C'est quelque chose qu'on pourrait étudier, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire aussi du côté de la prévoyance. Mais effectivement, on le note pour une prochaine fois.
Alors, sur la baisse du ticket modérateur, ça restait encore presque un peu flou. Je ne crois pas que ça va impacter Je les ne pense pas prothèses. non On plus. ne pense pas que ça va. Non, on parlait plutôt de soins, y compris pour des soins par rapport à des prothèses dentaires, Pas la prothèse en mais pas la elle-même. prothèse, pas le matériau prothèse dentaire en tant que tel. Alors, on a une question quid des prothèses capillaires et fauteuil roulant, plus d'infos. Pour les prothèses capillaires, non. Non. Je pense que la priorité sera plutôt aux fauteuils roulants qui ont l'air même de sortir du dispositif 100% santé, hein. Alors, c'est vrai, ça peut être dans le 100% santé. On a un moment parlé des contrats responsables aussi. Bon. Ça, c'est une annonce du gouvernement liée au handicap. Donc, probablement que ça va apparaître, mais on ne sait pas encore exactement sous quelle forme et qui et enfin, à la charge de qui ce sera. Est-ce que ce sera l'assurance maladie, le partage entre l'assurance maladie et l'organisme complémentaire? C'est pas encore complètement arrêté. Alors, on peut prendre une dernière question, si vous voulez. Je vois pas. euh, alors, déjà, la présentation sera mise à disposition. Oui, il y aura le replay et les slides qui vous seront transmis, je dirais, fin de semaine ou début de semaine au plus tard. N'hésitez pas d'ailleurs à les réutiliser. L'année dernière, il y a plusieurs structures, ou même depuis 2020, finalement, il y a plusieurs structures qui m'ont dit qu'elles avaient réutilisé ces slides-là pour les présenter à leur conseil d'administration en adaptant les chiffres, mais ça permettait aux administrateurs de bien visualiser les causes de l'indexation et donc de mieux l'expliquer en segmentant chacun des points. Et ça peut être aussi une manière aussi de l'expliquer à vos assurés. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à repartager, à reprendre certains éléments de ces slides pour les présentations, que ce soit vos administrateurs, vos équipes ou même vos assurés. Je pense qu'on arrive On au arrive cœur au de notre webinaire. On espère que voilà, vous avez apporté quelques éléments de réflexion, de tendance en tout cas. Et puis, On reste à disposition, hein. bien De toute sûr, façon, voilà, n'hésitez si vous pas. avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas eu le temps de répondre ou même qui vous viennent après, n'hésitez pas. Alors, on vous dit en tout cas à l'année prochaine pour ce webinaire annuel. Et puis, vous pouvez nous suivre sur les réseaux LinkedIn. On en organise à peu près un par mois. On essaye de présenter des sujets qui vont être dans l'actualité des travaux de votre structure. À bientôt. Merci encore. Au Au revoir, revoir. bonne journée.